Depuis près d'un demi-siècle, le nom The Carpenters est synonyme d'une perfection particulière des mélodies intemporelles, des arrangements somptueux et la voix inimitable et envoûtante de Karen. Pourtant, pendant tout ce temps, cet héritage précieux a été enveloppé d'un épais brouillard de tragédies, de questions sans réponse et de rumeurs persistantes qui n'ont jamais vraiment disparu. Au cœur même de cette histoire se trouve Karen Carpenter, cette jeune fille à la voix angélique et à l'étendue vocale impressionnante, qui a conquis le cœur de millions de personnes, et son frère Richard, l'architecte créatif, qui a bâti le temple du son où sa voix résonnait. Pendant des années, les médias ont spéculé, les fans ont murmuré, et des documentaires ont cherché à comprendre les raisons de la disparition prématurée de Karen. Aujourd'hui, alors que Richard entame une période de réflexion à la fin de sa vie, il sort enfin du silence protecteur qu'il a gardé pendant des décennies. Il est prêt à aborder les rumeurs, les idées reçues et la douloureuse réalité de la disparition de sa sœur, offrant une perspective que seul quelqu'un qui partageait son ADN et ses rêves pouvait apporter. La relation entre Richard et Karen Carpenter dépassait le simple lien familial. Elle était le moteur de l'un des groupes les plus populaires de l'histoire de la musique. Pour comprendre les Carpenters, il faut saisir que leur complicité était une collaboration rare, profondément créative et presque surnaturelle. Richard l'aîné était le visionnaire. Prodige de l'arrangement. Il pouvait écouter une chanson simple et la décomposer mentalement en un chef-d'œuvre de superposition vocale et de profondeur orchestrale. Il a méticuleusement façonné ce que le monde a fini par appeler le « son des Carpenters », une esthétique raffinée et haute fidélité qui contrastait fortement avec le rock and roll brut de la fin des années 60 et des années 70. Karen, quant à elle, était l'âme du groupe. Dotée d'une voix à la fois évocatrice et d'une perfection technique irréprochable, elle donnait vie aux compositions complexes de Richard. Elle ne se contentait pas de chanter les notes. Elle incarnait les histoires contenues dans les chansons, les transformant en expériences émotionnelles universelles. Leur collaboration était une véritable symbiose. Karen s'en remettait entièrement à l'instinct musical de Richard, lui faisant une confiance absolue pour guider leur vie artistique. Elle se considérait avant tout comme une batteuse qui par hasard chantait, et c'est Richard qui avait compris que sa voix, de basse comme il l'appelait, était leur véritable sésame pour l'immortalité. Réciproquement, Richard dépendait entièrement de la capacité de Karen à exprimer avec aisance des émotions humaines complexes. Dans ses réflexions actuelles, Richard est souvent revenu sur ce don naturel, décrivant comment elle pouvait sublimer une mélodie ordinaire en quelque chose de sacré, un talent qui créait un lien indéfectible avec leur public. Cependant, cette proximité symbiotique était une arme à double tranchant. Leur vie est ainsi étroitement liée que la frontière entre famille et profession ne s'est pas seulement estompée, elle a disparu. Leur ambition commune d'être les meilleurs, d'atteindre la perfection sonore, ne laissait pratiquement aucune place à leur développement personnel en dehors de la marque Carpenters. Alors qu'ils évoluaient dans la machine impitoyable de l'industrie musicale, tournées incessantes, séances d'enregistrement exténuantes et obligation de maintenir une image publique irréprochable, la pression a commencé à s'intensifier. Bien qu'ils affichaient une parfaite unité, une lutte plus sombre se tramait en coulisses. Le combat de Karen contre l'anorexie mentale, bien que visible, a posteriori pour le monde entier, était une souffrance intime que le duo se sentait obligé de dissimuler afin de préserver l'image radieuse que leur musique véhiculait. Cette quête de perfection ne se limitait pas à la musique, elle concernait la vie qu'ils estimaient devoir mener. Et elle a engendré une complexité dans leur relation que Richard commence seulement à démêler pleinement. Au plus fort de la gloire des Carpenters, la santé de Karen fut constamment scrutée par le public, constituant une toile de fond presque cruelle à leur succès. Au milieu des années 70, les fans commencèrent à remarquer son amaigrissement alarmant, à une époque où les troubles alimentaires étaient fondamentalement mal compris, souvent minimisés et considérés comme de simples sautes d'humeur ou stigmatisés comme des caprices de filles riches.
Le public et l'industrie étaient mal préparés à la réalité de la dégradation de l'état physique de Karen. Sa santé devint un sujet récurrent des tabloïds, mais ses inquiétudes étaient systématiquement étouffées par une machine de relations publiques soucieuse de préserver l'image de la parfaite américaine. Au-delà des symptômes physiques des rumeurs, circulait quant à l'emprise que Richard aurait exercée sur sa sœur. Certains ont émis l'hypothèse que la pression constante exercée pour atteindre la perfection vocale, conjuguée au manque de contrôle que Karen ressentait sur sa propre carrière, aurait pu exacerber ses tourments intérieurs. Les médias ont joué un rôle néfaste dans cette tragédie, scrutant l'apparence de Karen lors des interviews avec un manque de sensibilité impensable aujourd'hui. Ce climat de jugement a engendré un environnement où Karen se sentait obligée de s'effacer pour disparaître des projecteurs qui l'adoraient. Ce n'est qu'après sa mort, en 1983, que l'on a compris que ce que beaucoup considéraient comme un simple drame du milieu était en réalité le reflet poignant d'une femme luttant contre une maladie psychologique mortelle dans l'ombre d'un monde qui ne souhaitait que la voir sourire et chanter Close to You. Pendant des années après le décès de Karen, Richard Carpenter était connu pour son attitude stoïque, presque sur la défensive concernant les rumeurs sur Karen. Son silence était fréquemment interprété comme un refus d'affronter les chapitres douloureux de leur histoire ou comme une posture défensive contre ceux qui le tenaient responsable de la pression qu'elle subissait. Mais avec le recul à 78 ans, Richard laisse entendre que son silence s'expliquait par quelque chose de bien plus simple, un profond respect pour la vie privée de Karen et un chagrin immense. Il comprenait mieux que quiconque la profondeur de ses combats et son premier réflexe était de préserver son héritage de toute caricature. Pour Richard, Karen n'était pas un sujet de presse. Elle était la petite sœur avec qui il jouait au baseball à New Haven et la partenaire qui l'a aidé à conquérir le monde. Sa disparition en février 1983 ne marqua pas seulement la fin d'une carrière, ce fut l'amputation d'une partie de son âme. Cette perte bouleversa le cours de sa vie, le laissant seul face au poids de leur immense catalogue musical. Ce chagrin immense, conjugué à la responsabilité d'être le seul gardien de la marque Carpenters, rendait presque impossible de se replonger dans ces dernières années tumultueuses de sa vie. Richard voulait que la musique soit au centre des préoccupations. Il voulait que le monde se souvienne de la joie qu'ils avaient apportée à des millions de personnes et non du chagrin qui se déroulait dans l'intimité de leur loge. Ces décennies de silence furent un équilibre délicat, quoique solitaire, entre honorer sa mémoire et empêcher que sa tragédie n'éclipse son triomphe. Avec le recul que seul l'âge peut apporter, Richard Carpenter a enfin commencé à lever le voile sur le passé. Dans des interviews récentes d'une franchise surprenante, il a abordé les spéculations persistantes avec une honnêteté qui donne à réfléchir. Il a confirmé que le combat de Karen contre l'anorexie était bien plus grave et profond que le public ne l'avait jamais imaginé. Se remémorant les années 1970, Richard souligne le manque effroyable de sensibilisation médicale et sociale à cette époque. Il ne savait même pas ce que c'était, a-t-il déclaré au Guardian, faisant référence à l'incapacité du corps médical à diagnostiquer et à traiter Karen à temps. Il décrit une époque où la santé mentale était un sujet tabou et où les troubles alimentaires étaient des tueurs invisibles. Richard a également détaillé la nature complexe du déclin de Karen. S'il admet que la pression de la célébrité a joué un rôle important, il tient à préciser qu'il ne s'agissait pas d'une simple relation de cause à effet. Son état résultait d'une conjonction catastrophique d'insécurité personnelle, d'attentes extérieures et d'une prédisposition biologique, le tout se heurtant à l'environnement survolté du végétariat des années 1970. Il évoque les regrets. Les ressources qui n'existaient pas, les thérapeutes qui ne comprenaient pas la pathologie de la maladie, et le manque général de soutien pour une personne dans la situation particulière de Karen. En révélant ces détails, Richard offre enfin aux fans une vision plus complète, bien que douloureuse, du prix de leur succès fulgurant.
Il met en lumière comment les limites des connaissances médicales de l'époque ont directement contribué à la disparition d'une légende. De plus, Richard a commencé à aborder plus ouvertement le rôle de l'industrie musicale dans les souffrances de Karen. Il reconnaît que ce secteur, notamment dans sa façon de traiter les artistes féminines, a aggravé sa fragilité. L'obsession de l'industrie pour l'image au détriment du fond signifiait que Karen était constamment jugée sur sa silhouette plutôt que sur son âme. Le rythme effréné qu'elle suivait était inhumain, près de 365 jours par an d'enregistrement, de concerts et de tournées sans aucun répit pour prendre soin d'elle ou se ressourcer psychologiquement. Dans le même esprit, Richard a critiqué les médias des années 1970 pour leur rôle dans l'obsession de la minceur, soulignant que plus Karen s'affamait, plus elle était scrutée, créant un cercle vicieux d'insécurité. Dans son récent entretien avec Rolling Stone, Richard a exprimé un optimisme prudent quant à l'approche de l'industrie musicale actuelle en matière de santé mentale. Il constate que si le dialogue est aujourd'hui plus ouvert et les ressources plus accessibles, la pression de la perfection s'est simplement muée en d'autres formes à travers les réseaux sociaux et l'examen minutieux du public en ligne. Il prévient que les signes avant-coureurs manifestés par Karen sont encore trop souvent ignorés jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pour Richard, raconter l'histoire de Karen n'est plus une question de réhabilitation, mais de plaidoyer. Il souhaite s'assurer que la prochaine génération d'artistes n'ait pas à naviguer dans les mêmes zones d'ombre qui se cachent derrière la mélodie sans repère. Pour percer le mystère de Richard et Karen, il faut se pencher sur les moments précis où la musique et la tragédie se sont rencontrées. Richard se souvient de l'enregistrement de leurs derniers albums où la faiblesse physique de Karen devenait indéniable, tandis que ses prises vocales restaient d'une perfection troublante. Il évoque la polémique autour de la batterie, comment l'insistance de l'industrie musicale a placé Karen sur le devant de la scène, loin de son instrument protecteur. La priver de son refuge. Pour Karen, la batterie était son bouclier. Sans elle, elle se sentait exposée au regard critique du monde. L'aveu de Richard, qui reconnaît avoir parfois soutenu cette décision pour le bien du spectacle, est un rare moment de vulnérabilité et d'introspection, révélant la culpabilité qu'il porte depuis 40 ans. Il aborde également la dynamique familiale qui les a façonnés. La quête d'approbation maternelle auprès de leur mère Agnès est un sujet que Richard a traité avec beaucoup de délicatesse. Des rumeurs ont longtemps circulé, suggérant que le trouble de Karen était lié à un besoin désespéré de reprendre le contrôle au sein d'une famille dominée par des personnalités fortes. Bien que Richard reste soucieux de préserver la mémoire de ses parents, sa récente ouverture laisse entrevoir les cloisons émotionnelles dans lesquelles ils vivaient tous, partageant une maison et une carrière. Ils étaient pourtant incapables de prononcer les mots qui auraient pu sauver la vie de Karen. En contemplant ses Grammy aujourd'hui, Richard Carpenter ne voit pas seulement des trophées. Il contemple les vestiges d'une vie partagée avec un fantôme. Il reconnaît que si l'industrie a évolué, le fond du problème demeure la soif de perfection. Du monde consume souvent ceux-là même qui la produisent. L'histoire de Karen, racontée à travers les dernières réflexions de Richard, nous rappelle avec émotion que même les plus belles voix peuvent être réduites au silence par le poids des attentes. L'une des révélations les plus émouvantes de Richard concerne l'histoire de l'album solo de Karen, enregistré à New York avec le producteur Phil Ramone à la fin des années 70. C'était une période où Karen cherchait à affirmer sa propre identité distincte de la marque Carpenters et des arrangements de Richard. Le projet a été comme chacun s'est mis de côté par A&M Records, et Richard s'est récemment montré plus franc quant à son manque d'enthousiasme initial pour l'album. Il admet aujourd'hui que ce rejet a été un coup dur pour l'estime de soi fragile de Karen. Un moment où elle a eu le sentiment que sa voix, en dehors de leur collaboration fraternelle, n'avait aucune valeur. La volonté de Richard d'évoquer son propre rôle dans ce rejet témoigne d'un homme qui a mis son orgueil de côté pour la vérité.
Il comprend désormais que sa sœur cherchait à s'évader et que ni lui, ni l'industrie musicale, ni la famille ne savaient comment lui offrir cette possibilité. L'héritage des Carpenters se divise donc en deux parties. Il y a la musique, pure, intemporelle et techniquement inégalée. Et puis il y a la réalité, chaotique, tragique et profondément humaine. Richard Carpenter, à 78 ans, a décidé que la musique était suffisamment forte pour survivre à la vérité. Il ne ressent plus le besoin de cacher que derrière Top of the World se cachait une femme qui se sentait souvent au fond d'un gouffre sans fond. En abordant l'anorexie, la pression de l'industrie musicale et les complexités familiales. Richard permet enfin de voir Karen comme une personne à part entière et non comme une simple caricature angélique. Il espère qu'en apportant ces éclaircissements, il pourra enfin faire taire les rumeurs. Il souhaite que le monde comprenne que la mort de Karen n'était pas due à un manque d'amour, mais à un manque de compréhension. Il l'aimait passionnément, mais il vivait à une époque où les mots manquaient pour exprimer sa souffrance. Tandis que le soleil se couche sur sa maison de Los Angeles, Richard Carpenter reste assis à son piano, jouant les mélodies que sa sœur et lui ont rendues célèbres. Mais désormais, lorsqu'il joue le silence qui suit, n'est plus empli de rumeurs. Il est empli de la paix, d'une histoire enfin racontée, l'ultime hommage d'un frère à sa sœur, qui par ses chants a transporté le monde dans un état de grâce, même lorsqu'elle-même le cherchait. La puissance intemporelle de leur musique est peut-être la plus grande ironie de toutes. Les Carpenters chantaient la solitude et les jours de pluie, et aujourd'hui, nous savons que ces paroles n'étaient pas de simples choix poétiques. Elles étaient l'essence même de la vie de Karen. La mission actuelle de Richard est de veiller à ce que la musique reste au centre de tout, mais il reconnaît que la tragédie fait partie intégrante de l'ADN des chansons. On ne peut pas dissocier l'interprète de la chanson, a-t-il déclaré. Quand on écoute Goodbye to Love, aujourd'hui on n'écoute pas seulement un tube, on entend le monologue intérieur d'une femme pour qui l'amour était un rêve inaccessible. L'honnêteté désarmante de Richard à 78 ans est un véritable cadeau pour ses fans fidèles depuis des décennies. C'est une invitation à regarder au-delà des paillettes et des projecteurs pour voir les deux gamins de l'Ohio qui rêvaient simplement de faire de la bonne musique. Il a enfin accepté que la perfection à laquelle il s'était tant efforcé d'atteindre n'était qu'un doux mensonge et que c'est l'imperfection de leur réalité qui les rend vraiment inoubliables. Au fil de ses réflexions, un sentiment revient souvent. Il est fier de ce qu'ils ont construit, mais la jeune femme derrière le micro lui manque chaque jour. Le matériel sur l'étagère est froid. Les souvenirs de Karen, maintenant que les rumeurs ont été dissipées, commencent enfin à s'illuminer. L'histoire des Carpenters révélée par Richard sur le tard est passée du statut de mystère à celui de tragédie shakespearienne. C'est le récit de la façon dont le génie peut être à la fois une bénédiction et une malédiction, et comment ce qui nous rend célèbres peut aussi nous détruire. Mais surtout, c'est l'histoire d'un frère qui, après presque une vie de silence, a enfin trouvé sa voix pour parler au nom de sa sœur, désormais incapable de s'exprimer. Karen Carpenter nous a quittés en 1983, mais grâce à la sincérité de Richard, son âme repose enfin en paix, libérée du poids des rumeurs qui ont jadis obscurci sa lumière. Les croquis de Richard sur les derniers mois de 1982 et 1983 sont particulièrement poignants. Il décrit une Karen qui tentait désespérément de guérir. Elle avait déménagé à New York pour suivre un traitement, un processus éprouvant de gavage et de thérapie qu'elle a enduré tandis que son poids fluctuait énormément. Richard se souvient de son retour en Californie, de l'espoir qui les animait tous, et de cette matinée soudaine et tragique du 4 février. Les rumeurs entourant ces derniers instants. Les spéculations quant à savoir si son cœur a simplement lâché ou s'il y avait d'autres facteurs, sont des sujets que Richard a abordés avec une dignité discrète. Il explique que son cœur était simplement épuisé par des années d'efforts, un abandon physiologique après une longue guerre psychologique.
En apportant cette clarté médicale et émotionnelle, Richard dissipe le mystère et nous livre la vérité. Elle s'est battue jusqu'à son dernier souffle. Au final, Richard Carpenter a accompli un véritable tour de force à 78 ans. Il a préservé les Carpenters comme une institution musicale tout en les humanisant comme une famille. Il a démontré qu'un héritage peut se construire à la fois sur un matériel impressionnant et sur une douleur profonde et indélébile. Alors qu'il referme le couvercle de son piano, l'écho de leur musique persiste non pas comme un rappel de ce qui a mal tourné, mais comme une célébration de cette voix qui, malgré tout, continue de captiver des millions de personnes. La tragédie fait partie de l'histoire, mais elle n'est plus la seule. Richard a fait en sorte que la voix de Karen Carpenter résonne à jamais, mais désormais, elle résonnera avec la compréhension et la compassion qu'elle méritait tant de son vivant.